Chapitre Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité. Nous poursuivons notre série de cours sur ce chapitre et aujourd'hui nous allons travailler sur la dispersion des graines. La dispersion des graines est une étape de mobilité dans la reproduction de la plante. Elle repose sur un mutualisme animal disperseur et plante, et sur des agents physiques, par exemple le vent, l'eau, ou bien des dispositifs spécifiques à la plante. Nous allons essayer en parallèle de mettre en évidence les relations entre une plante et un animal disséminateur de graines. Notre objectif sera de présenter les adaptations assurant la dispersion des graines loin de la plante mère, ce qui évite la compétition intergénérationnelle et permet la colonisation de nouveaux territoires. Comme pour le pollen, cela nécessite des agents de transport. Si l'agent de transport est un animal, cela met souvent en jeu une coopération étroite entre la plante et l'animal disperseur, qui est le résultat, dans ce cas-là, d'une coévolution. Essayons de dégager une problématique. Nous travaillons sur la dispersion des graines. Nous savons que les graines issues de la reproduction sexuée doivent être disséminées à distance de la plante mère pour éviter la compétition avec celle-ci et coloniser de nouveaux territoires. Cette étape de mobilité repose parfois sur un mutualisme plante-animal disperseur. Nous pouvons nous poser la problématique suivante: quels sont les mécanismes développés par les plantes pour disséminer leurs graines? Nous allons voir dans un premier temps qu'il existe des dispositifs adaptés à la dissémination des graines et des fruits, et nous verrons dans un deuxième temps une dissémination qui sera le produit d'une coévolution. Commençons par essayer de comprendre en quoi des dispositifs sont adaptés à la dissémination des graines et des fruits. La structure de certains fruits assure la dissémination des graines lorsque celles-ci arrivent à maturité. C'est le cas des gousses du genêt à balai. En se desséchant au cœur de l'été, elles s'ouvrent de façon explosive et catapultent les graines qu'elles contiennent jusqu'à 7 mètres de distance. Les fruits plumeux, comme ceux du pissenlit, ou bien les fruits ailés, comme les samars des érables, se dispersent grâce au vent. L'eau est aussi un vecteur de dispersion. Le lotus sacré, par exemple, est une plante aquatique. À maturité, le réceptacle contenant ses fruits se détache et flotte, emportant les graines à distance de la plante mère. Quant à la noix du cocotier, elle est résistante au sel et flotte grâce à des enveloppes fibreuses, ce qui lui permet la dispersion au gré des courants marins. Les animaux maintenant. De nombreuses plantes dispersent leurs graines grâce aux animaux. Par exemple, les fruits munis de crochets, comme ceux de la grande pardane, s'accrochent dans les poils des mammifères, qui les transportent alors involontairement. Le transport peut être actif. Par exemple, le jaseur boréal consomme la pulpe sucrée de la baie du gui, une plante qui parasite les arbres. Il se débarrasse de la graine collante sur une branche, souvent celle d'un autre arbre. Les baies du cotonéaster constituent en hiver une ressource alimentaire pour les oiseaux. Les graines résistantes, non altérées par le passage dans le tube digestif, sont rejetées dans les excréments. Le mulot
sylvestre fait des réserves de glands, qui est le fruit du chêne. Certains seront oubliés et pourront germer à bonne distance de l'arbre. Les graines de la violette odorante disposent d'excroissances charnues, riches en lipides et en protéines, très attractives pour les fourmis, qui les transportent alors dans leur fourmilière, lieu propice à leur germination. Donc voilà pour quelques exemples de dispersion, d'une part autonome des graines par le vent ou par l'eau, et puis ensuite dispersion des graines par les animaux. Donc ça, c'était un premier document. Donc ce premier document a présenté des exemples diversifiés d'adaptation de graines et de fruits transportés de façon passive par le vent, l'eau et certains animaux, et de façon active par d'autres animaux qui les utilisent pour s'en nourrir. Voyons maintenant, dans le document numéro 2, une dissémination qui sera le produit d'une coévolution. Le Mélocactus violaceus est un cactus d'une dizaine de centimètres de diamètre. Il pousse sur des sols sableux des zones désertiques brésiliennes. Il produit des fruits roses au niveau d'une touffe de poils blanchâtres appelée céphalium, située à son sommet. Il y a une adaptation de la plante. En effet, le lézard est un des rares animaux de la région à pouvoir être actif dans la journée. Les températures dépassent en effet régulièrement les 50 degrés Celsius et le manque d'eau se fait ressentir. Le cactus produit des fruits sucrés et très riches en eau qui se forment dans le céphalium et ne sortent qu'à maturité. Une équipe de chercheurs a mesuré le rythme de sortie des fruits de 118 cactus pendant une journée et l'a mis en parallèle avec le nombre de lézards présents autour des plantes. Alors les résultats sont que si on regarde la relation entre le nombre de fruits sortis et le nombre de lézards présents autour des arbres, eh bien on s'aperçoit que le nombre de lézards actifs correspond à un nombre important de sorties des fruits. Donc ça veut dire qu'il y a bien une corrélation entre la sortie des lézards qui deviennent actifs pendant la journée et le nombre de sorties des fruits. Voilà. Et lorsqu'il n'y a pas de sortie des fruits, eh bien, il y a moins de lézards actifs. Bon. Donc simplement, imaginez que des fruits sortent, les fruits sortent. Les lézards sortent. Les fruits ne sortent pas, les lézards ne sortent pas. Bon, globalement. Maintenant, le lézard Tropidurus torquatus est un des rares animaux à pouvoir manger ses fruits. Les graines déféquées restent intactes. Cet animal permet ainsi la dissémination des graines qui se trouvent dans les déjections. Adaptation du lézard, cette fois-ci. Tout à l'heure, il y avait une adaptation de la plante, maintenant adaptation du lézard. La morphologie du lézard lui permet de manger facilement les fruits du cactus. Il est assez petit. Il est assez petit pour se faufiler entre les épines et sa bouche est assez grande pour pouvoir ingérer le fruit. Après digestion, les graines se retrouvent dans les déjections du lézard qui les dépose en moyenne à 3 mètres de la plante mère. Pour estimer le pouvoir germinatif des graines digérées, des chercheurs ont récupéré et planté des graines mangées par les lézards. Ils ont suivi le taux de germination de ces graines au cours du temps en comparaison avec des graines n'ayant pas transité par le système digestif du lézard. Les résultats sont les suivants.
Donc si on regarde la germination des graines provenant d'excréments de lézards et germination des graines provenant de fruits du cactus, on s'aperçoit que les graines ayant germé en pourcentage cumulé, bon, peu importe, hein, les graines ayant germé, donc les graines prises dans les excréments ont germé en priorité par rapport aux graines prises dans les fruits. C'est ce qu'il faut retenir globalement. Alors, donc si on précise un petit peu plus, donc les chercheurs brésiliens ont étudié le rôle du lézard Tropidurus torquatus dans la dispersion des graines du cactus Melocactus violaceus. Ce cactus pousse notamment sur les sols sablonneux des régions côtières du sud du Brésil. Au cours de la saison sèche, le lézard Tropidurus torquatus semble être le seul animal susceptible de consommer les fruits roses, sucrés, riches en eau, et donc de disperser les graines dans les déjections. Le cactus et le lézard présentent des adaptations favorisant cette relation alimentaire étroite qui sont les produits d'une coévolution. Maintenant, je vous propose de faire un petit travail personnel. Donc, je vais vous poser 2 questions. Vous allez mettre sur pause si vous le souhaitez. Vous rédigez votre réponse et je vous donne la correction. Première question. Pour comprendre les modalités de dispersion des graines, vous allez relever sous la forme d'un tableau les adaptations des fruits et des graines en relation avec leurs agents de dissémination, ce que je vous ai dit précédemment dans le premier document. Deuxième question, pour comprendre les modalités de dispersion des graines, vous pouvez établir comment se manifeste la collaboration entre le lézard et le cactus dans les zones désertiques et expliquer en quoi cet exemple est le résultat d'un processus de coévolution. Donc voilà, prenez le temps de rédiger et voici la correction. D'abord de la première question. Les adaptations des fruits et des graines en relation avec leurs agents de transport peuvent être les suivants. Donc agents de transport, nous verrons les exemples et nous verrons les adaptations. Donc première colonne, mode de transport, deuxième colonne, exemple, troisième colonne, adaptation. Alors commençons comme mode de transport par la dissémination autonome. Nous verrons ensuite le vent, l'eau, les animaux passivement et les animaux activement. Donc dissémination autonome comme mode de transport d'abord, par exemple genêt à balai, la balsamine, le géranium, le concombre sauvage, etc. Les adaptations, eh bien, les fruits dispersent les graines lorsqu'elles sont à maturité de façon explosive, jusqu'à plusieurs mètres. Les valves des fruits secs s'ouvrent brutalement et projettent les graines comme des catapultes. Donc, projection comme des catapultes. Ensuite, mode de transport, exemple, alors le vent, exemple, le pissenlit, l'épilobe hirsute, l'érable, l'orme, le chêne. Enfin, le frêne, plutôt. Et comme adaptation, eh bien, ce sont des fruits légers, plumeux ou bien pourvus d'ailes, par exemple les samarres. Ensuite, autre mode de transport, ce sera l'eau, comme exemple le lotus sacré, le cocotier aussi. Et comme adaptation, eh bien, il y a soit un réceptacle du fruit qui est capable de flotter et d'emporter les graines à distance, soit on a une noix résistante au sel capable de flotter. Autre mode de transport, les animaux, mais passivement d'abord. Comme exemple, c'est la grande bardane, le gaillet, etc. Et comme adaptation, ce sont des fruits qui sont munis de crochets. Dernier mode de transport, pris comme exemple donc, par les animaux, et ceci activement. Donc, comme exemple, c'est le gui, le cotonéaster, le chêne, la violette odorante. Comme adaptation, donc premièrement, fruits attractifs, par exemple les baies, pour les oiseaux ou les petits mammifères frugivores, riches en sucre ou en réserve organique, les graines sont résistantes aux enzymes digestives des animaux. Et deuxième
exemple, c'est l'élaïosome des graines de la violette. Donc voilà pour la première question, donc les adaptations des fruits et des graines en relation avec leurs agents de transport. Voyons maintenant la deuxième question. Les fruits roses et riches en eau du Melocactus violaceus ne sortent du céphalium où ils sont protégés qu'à maturité et aux heures les plus chaudes de la journée, donc jusqu'à 50 degrés Celsius, entre 9 et 12 heures. Ce sont les heures où le lézard Tropidurus torquadus est le plus actif. Le céphalium blanc est proche du sol et les fruits roses y sont très visibles. Le lézard est de taille petite et peut facilement se faufiler entre les piquants. Il a une bouche de taille suffisante pour pouvoir consommer les fruits. Les graines après digestion se retrouvent dans les déjections du lézard à bonne distance de la plante mère. Les scientifiques ont montré que les graines qui avaient transité par le tube digestif du lézard étaient en capacité de germer à partir d'une dizaine de jours à peu près dans les conditions de laboratoire, alors que les graines prélevées directement dans les fruits ne germaient pas dans les mêmes conditions. Ainsi, les deux partenaires collaborent, c'est-à-dire que les fruits sont attractifs pour le lézard et constituent une ressource alimentaire, donc riche en eau et en sucre, quasi exclusive en milieu désertique. Donc constitue une ressource alimentaire quasi exclusive en milieu désertique. De son côté, le cactus dépend totalement du lézard pour la dissémination et la germination de ses graines. Les deux êtres vivants présentent des adaptations favorisant leur association. Elles sont donc le produit d'une coévolution. Donc voilà, nous avons fait de notre mieux pour essayer de comprendre concernant la dispersion des graines les mécanismes développés par les plantes pour disséminer ces graines. Donc nous avons travaillé sur des dispositifs adaptés de dissémination des graines et des fruits, avec la dissémination des graines en prenant plusieurs exemples, donc dispersion des graines par le vent ou par l'eau, ou bien dispersion des graines par les animaux. Et nous avons compris ensuite qu'il y avait des mécanismes de coévolution qui se mettaient en place et qui permettaient d'assurer la dissémination des graines. Le cours est terminé. Merci. Bon, je ne vais pas arrière tout le temps comme ça. C'est pour la photo de fin de ça.